Bon, on va commencer notre conférence débat. Bon, il reste encore une bonne dizaine de personnes, je pense qu'il y a des problèmes de transport aujourd'hui, comme d'habitude. Merci Mireille Hidalgo. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette troisième conférence débat, après au mois de mai l'intervention du général Maréchaux sur le développement dans les banlieues, et en juin dernier l'intervention de Charles Gall sur le développement économique. Nous avons donc le plaisir d'inviter Pierre-Yves Rougeron. Je le présente vraiment en deux mots, mais je suis certain que vous le connaissez déjà. Pierre-Yves est donc un ancien attaché parlementaire, après des études en sciences politiques. Il est spécialisé en intelligence économique et aujourd'hui il dirige un think tank dit souverainiste qui s'appelle le Cercle Aristote, que je vous recommande très fortement par la qualité de ses intervenants et des thèmes qui y sont abordés. Et puis il est aussi directeur d'une publication qui là aussi est vraiment très intéressante et qui s'appelle Perspective libre. Le thème d'aujourd'hui, c'est toujours le délitement de notre cher pays, et cette fois-ci sous l'aspect de la souveraineté. C'est un terme, le terme de la souveraineté, qui je pense est aujourd'hui bien repris dans les médias, dans nos cercles, et qui n'était pas forcément bien compris. On confond assez allègrement la souveraineté individuelle, souveraineté de l'État, le souverainisme, l'indépendance. Tout ça, ce sont des mots qui recouvrent des réalités, des concepts qui serait utile déjà de pouvoir éclaircir, de pouvoir redéfinir. Et puis ensuite, comme on est dans cet esprit de décliner le délitement de la France sous tous ces thèmes, l'idée ce serait peut-être d'essayer de savoir d'où vient cette baisse de la souveraineté du pays, de la France, notre souveraineté aussi individuelle, à partir de quel moment on a vraiment perdu notre souveraineté, et puis prendre 2-3 exemples concrets, et c'est un débat d'actualité, la souveraineté énergétique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça, et quels seraient les moyens pour recouvrer cette souveraineté au sein de ce je ne vais pas dire conglomérat, mais de ce machin, comme aurait dit De Gaulle, qui s'appelle l'Europe. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps, car il est déjà 7h20, et le temps nous est compté, car comme on avait fait pour les deux premières conférences, il y a d'abord l'invité qui s'exprime, puis ensuite il y a un échange sur la base de questions-réponses. Voilà, je cède le micro à Pierre-Yves aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, on va peut-être se passer de ça, voix qui porte suffisamment. Alors, la souveraineté a au moins un avantage, c'est que c'est quelque chose qui était un mot devenu tabou et qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres. Preuve que le mouvement souverainiste n'a pas totalement perdu son temps ces 17 dernières années. Alors pourquoi on m'a demandé particulièrement de vous en parler? Pour une raison. Pour que vous voyez, le cercle, moi je suis un militant de la cause de la souveraineté depuis 17 ans. Ce qui pour ma part est presque la moitié de ma vie, j'ai 36 ans. Donc je dirige une association qui s'appelle le Cercle Aristote, qui pèse à peu de choses près que 4500 personnes dans sa zone de Paris, plus ses zones de province. J'ai dirigé 62 publications souverainistes, organisé 400 séminaires, traduit une trentaine d'ouvrages de souverainistes aux étrangers. Plus quelques opérations médiatiques dont certaines, peut-être en avez-vous entendu parler, par exemple la défense d'Éric Zemmour lors de son procès. Donc voilà, je suis ce qu'on appelle un armurier idéologique ou un activiste. Universitairement, je suis historien des idées politiques et j'ai fait l'école de guerre économique. Donc j'ai vu la souveraineté dans ce cas-là de théorique et dans ce cas-là d'un peu plus pratique. Ça c'est pour un de mes camarades, vous a amené, il est derrière la porte, quelques-unes de ses publications pour que vous puissiez voir, mais que je ne vous mens pas, ou du moins pas totalement. Donc,
En réalité, on fait plusieurs erreurs sur la souveraineté. Premièrement, de penser que c'est un fait intellectuel. La souveraineté, c'est très matériel et votre facture d'électricité va vous rassurer. Pas. Donc, dans les mois à venir, sur la matérialité de la chose. En réalité, la souveraineté, c'est une question qui est simple, c'est vous n'êtes ou vous n'êtes pas. Je vais vous donner un exemple très précis. Détroit de Taïwan actuellement, vous avez une puissance qui a des missiles hypersoniques, qui est la Chine, et vous avez des puissances qui n'en ont pas, comme les États-Unis. Souverain ou pas. La souveraineté est la base de toute politique de puissance. La souveraineté est absolue, la puissance est relative. On est toujours plus ou moins fort, plus ou moins puissant par rapport à quelqu'un. La souveraineté est ou n'est pas. La notion même de souveraineté limitée est une hérésie intellectuelle. Et si on la valide pour l'Union européenne, alors il fallait la valider pour le pacte de Varsovie, qui n'était pas plus démocratique. Je vous rappelle qu'on votait en Union soviétique, c'était le Soviet suprême, tout comme on vote le Parlement européen. Pour ceux qui veulent voir un exposé de soviétologie européenne, je vous rappelle la première vidéo YouTube politique à avoir dépassé le 1 million de vues. Elle date de 2005, c'est l'ancien dissident soviétique Boukhovski qui d'ailleurs en tira un livre, l'Union européenne Nouvelle URSS, où il disait « I lived in your future and it didn't work ». J'ai vécu dans votre avenir, ça n'a pas marché. Et croyez-moi, parce que l'Union européenne est ce qu'elle est, j'ai passé 5 ans dans ces institutions en commission sérieuse. Défense, affaires étrangères, nouvelles technologies. Donc je peux vous dire que ces gens ne veulent pas votre bien. Et pourtant, les commissions dites légères sont peut-être les pires. J'en parlerai peut-être à la fin si j'ai 2 minutes sur ce que j'ai vu en commission de l'éducation. Croyez bien, vous n'êtes pas arrivé au bout du voyage parce que moi aussi j'ai entrevu l'avenir qu'il vous prépare. Pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, croyez bien que ce sera eux ou vous. Et eux le prennent comme ça. Pour que vous me croyiez, je vous citerai Jean-Claude Juncker, personnage bien informé, et que l'absence de sobriété rendait d'une franchise à toute épreuve, quand il disait « There's no democracy against European treaties », qui en traduit veut dire « Il n'y a pas de démocratie contre moi ». Et d'un point de vue technique, à la lettre des traités, il a raison. Toute personne qui vous dira que les traités sont démocratisables est soit un mauvais juriste, soit un escroc. Les deux qualités pouvant se cumuler. Donc, la souveraineté, ça sert à quoi? À atteindre ce summum de la civilisation et de la civilité qu'est l'État-nation démocratique. Je vous rappelle que l'État est la seule forme politique à avoir pu relier la puissance et la liberté. Les cités grecques ont connu la liberté, elles sont tombées par manque de puissance. Sous la botte d'Alexandre d'abord, sous la botte de Rome ensuite. Toutes les structures impériales, Rome compris, ont connu la puissance, mais ont fini par mourir de l'absence de liberté. Pour ceux qui seraient des romanistes, qui me diraient « oui, mais Rome a connu une part de liberté plus grande que les autres entités impériales », c'est vrai, mis à part que ce qu'on dit rarement, c'est qu'il y a 2 entités juridiques au sein de l'Empire romain. Il y a l'Empire romain et il y a le Royaume romain, qui est l'ancienne URSS et ses dépendances, qui lui a connu une liberté qui a perduré au-delà de l'époque républicaine. Les terres conquises sont des terres de l'impérium. Donc l'Empire, qu'on le veuille ou pas, vit contre la liberté en son sein ou à ses marges, parfois aux deux. Vous voyez l'Empire ottoman, vous voyez l'Empire austro-hongrois, vous voyez aujourd'hui les structures qui ont succédé aux structures impériales, qui sont les structures dites d'impérialisme. Pour ceux que cela intéresse, je vous renvoie aux travaux d'Henri Laurence, professeur au Collège de France, L'Empire et ses ennemis, qui est un ouvrage d'histoire des idées absolument fabuleux. Donc, ce summum de la civilisation que Raymond Aron définissait comme respecter à ses frontières en paix à l'intérieur, l'État-nation démocratique, la puissance et la liberté. Ceux qui vous diront au passage que les démocraties sont faibles, je vous rappelle que ce sont les démocraties qui ont écrasé l'Axe, en partie, avec l'aide militaire substantielle de l'Union soviétique. Mais
sur le front japonais, c'est néanmoins des démocraties qui ont combattu des régimes plus autoritaires. Je ne suis pas un démocratiste échevelé, je dis juste que la faiblesse et la démocratie ne sont pas consubstantielles comme on l'entend souvent. Il y a des démocrates faibles, mais la démocratie n'est pas nécessairement la faiblesse. Nous sommes arrivés à relier puissance et liberté. Ce sont deux pays européens qui ont créé cette formule, la France et l'Angleterre, par emprunt mutuel, par relation mimétique, et parfois d'ailleurs par absence de contact. Parce que, comme vous le voyez en histoire du droit comparé, il y a des mouvements en Angleterre qui n'existent pas en France. Je pense au mouvement de la réticularité à la fin du Moyen-Âge, et vice-versa. Donc, ce sont deux pays, la France et l'Angleterre, qui vont accoucher de ce modèle qui, qu'on l'accepte ou pas, a conquis le monde. Il y avait une cinquantaine d'États, un peu plus, en 1950. Il y en a près de 200 aujourd'hui. Certains sont de faux États, j'entends déjà à la critique, c'est vrai, mais. Et je vous rappelle que la doctrine de la souveraineté qui se marque dans notre droit international public, un territoire, un peuple et une reconnaissance internationale qui fait qu'un État, une voix, c'est les derniers legs de l'humanisme européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas consubstantiellement de peuple supérieur aux autres. Ou du moins de l'humanisme ouest européen, sinon de l'humanisme mi-latin, mi-anglo-saxon, pour être précis. Donc, cette souveraineté qui est en réalité la puissance, de la puissance, ou comme le disent mes collègues juristes, la compétence de la compétence. En réalité, la souveraineté, c'est le pouvoir d'avoir des pouvoirs. Quand vous n'en avez pas, tout simplement, vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas sujet du pouvoir, vous êtes objet du pouvoir. Si vous ne me croyez pas, je vais vous donner un sujet historique et vous allez me dire, si vous l'aviez vu, certains d'entre vous sont peut-être enseignants ou peut-être été, si vous l'aviez vu dans une copie, politique de puissance, par exemple, politique de puissance et autonomie diplomatique de l'Algérie des années 1920. Ça a un sens ou pas? Absolument aucun. Ça n'a pas de sens. C'est comme la politique des États latino-américains sous domination espagnole. Non, c'est la politique de l'Espagne en Amérique latine qui a du sens. Vous voyez? C'est à partir de la souveraineté qu'un collectif est. Pas d'un point de vue identitaire, pas d'un point de vue mais d'un point de vue dynamique. Et par rapport aux autres, dans la scène internationale telle qu'elle est. Cette souveraineté se marque par des attributs que vous connaissez, qui sont les attributs d'un homme qui devrait avoir des places dans toutes les grandes villes de France et qui n'en a pas, qui est Jean Bodin, père de la doctrine de la souveraineté française. La paix et la guerre, lever l'impôt, son corollaire qui est d'avoir sa propre monnaie, le corollaire de la guerre qui est d'avoir sa diplomatie, et surtout cette notion centrale dans notre doctrine française qui est la notion de légitimité. Et la légitimité se marque par une vieille règle qui est Princeps legibus solutus, le roi peut casser la loi. Tout simplement parce qu'il faut bien que quelqu'un puisse la casser pour pouvoir la refaire. C'est le principe d'une législation. Au passage, quand on dit monarchie absolue, c'est qu'on veut vous faire le procès de l'absolutisme de la souveraineté. Je vous signale que le terme absolu dans la langue française est systématisé dans la langue française à partir des années 1794. Donc c'est un terme qui n'a pas d'utilisation sous l'époque monarchique. Si vous voulez, c'est comme le terme de despotisme éclairé. Personne ne se revendiquait d'un despotisme éclairé. Dans la tradition occidentale, le despote, il n'y a rien de pire. On dit monarchie éclairée. Vous voyez? Donc, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de procès en absolutisme à faire.
Absolu, ça veut dire délié. Pourquoi délié? Parce qu'on est, le roi de France n'a pas de supérieur au temporel. Il ne prend d'ordre de personne. Il est empereur en son royaume selon la formule de nos anciens légistes. Le peuple français dans la période post-révolutionnaire a hérité directement de ça. Il n'a pas de supérieur au temporel, du moins il n'en avait pas. Aujourd'hui, comme il est plus souverain, il a des supérieurs au temporel. Or, si on fait le décompte de ses attributs, la souveraineté législative, vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez plus. Avec son droit dérivé, à peu près 80% des règles qui sont nouvellement appliquées en France ne sont pas prises par des Français. Point. Donc vous ne l'avez plus. À partir du moment où on vous a pris la monnaie, qu'est-ce que c'est? Je vous renvoie à un très grand économiste souverainiste qui est Norman Palma. La monnaie, qu'est-ce que c'est? Conception aristotélicienne de la monnaie, c'est du pouvoir mis en pièces. C'est du pouvoir pur, la monnaie. Quand on vous prend ça, on vous prend évidemment la politique fiscale, on vous prend le budget, en plus, si on vous liquide les droits de douane, eh bien, vous n'avez plus aucun volant économique de l'État. Donc, en réalité, on vous a coupé les bourses. Que ceux qui sont choqués ne crient pas tout de suite. Donc, la paix et la guerre, eh bien, la paix et la guerre, c'est trois choses. C'est premièrement, là, vous voyez, le camp occidental, au mépris de la Constitution française, a fait de la France un co-belligérant. Nous envoyons des hommes, y compris, alors nous envoyons deux types d'hommes, des préparateurs et des unités combattantes, vu que, je vais vous donner un petit scoop, on est en train de vider une partie de nos prisons, d'une partie de notre matériel d'extrême droite, pour les envoyer au bataillon Azov. Bon, malheureusement, sur les 200 envoyés, on a déjà 160 de revenus, parce qu'ils sont inaptes au service. Ah oui, si vous voulez, entre hooligan aviné, le soldat d'élite, en 2 mois de latence, on ne fait pas de miracle. Donc, et nous envoyons du matériel. Nous sommes co-belligérants. Nous sommes co-belligérants. Et monsieur, c'est pas Benjamin Haddad, c'est l'une des autres créatures de Macron, et vous savez, c'est depuis 2014 que nous faisons ce que nous faisons. Ce qui veut dire au passage que la France a menti à sa parole en Minsk. Ce qui veut dire que la France ne sera certainement plus garante d'accords internationaux sérieux pendant X années à venir. Qui acceptera une parole diplomatique que nous avons volontairement avilie? Cette logique de la guerre, le camp occidental en décide par l'intermédiaire de sa structure la plus célèbre, mais pas unique, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui, au passage, ne fait pas que décider de qui est notre ennemi, elle décide également des moyens de nos armes, vu qu'en réalité c'est une espèce de grande subvention vivante à l'achat de matériel américain. Si, elle normalise nos armées, malheureusement. Elle normalise nos armées. Et surtout, elle normalise nos doctrines de commandement. Quand vous voyez le nombre de généraux français qui feraient n'importe quoi pour avoir un siège à la cafette de l'OTAN, de là d'ailleurs à oublier, 1, les intérêts de la France, mais 2, également l'art de faire la guerre à la française. Si vous voulez, c'est, pour avoir vu des exemples personnels, le passage avant et après Bruxelles, parce que comme vous le savez, le siège de l'OTAN, enfin c'est derrière Bruxelles précisément, c'est un tout petit peu plus loin, c'est assez impressionnant. Et toujours dans le fait de la paix et de la guerre, c'est également ce qu'on appelle le service de propagande de l'OTAN. Un ouvrage est en cours de traduction là-dessus, vu qu'en réalité c'est quelque chose qui est très ancien et qui a beaucoup servi en France, mais il n'y a que les auteurs, les historiens anglo-saxons qui s'intéressent. Le service de communication de l'OTAN qui oriente une partie de la communication militaire des États membres. Je vais vous donner un exemple. Je vous renvoie à un de mes regrettés amis qui est mort il y a 5 jours, François-Bernard Huy, grand médiologue, qui avait écrit sur l'histoire du terme fake news. Le terme fake news est né du service de communication de l'OTAN. Document à l'appui. C'est pas conspi.net, c'est pas le genre de la maison. Donc, vous voyez, à travers le fait de vous déposséder d'une partie de l'autonomie de vos armes, vous perdez déjà une partie de votre autonomie de pensée.
C'est quand même la souveraineté ultime, hein, quand il n'y a pas de domination plus forte que celle qui s'exerce dans l'esprit de la nation adverse. Quand quelqu'un est soumis au point de penser comme vous entendez qu'il pense, alors c'est très drôle, ça renvoie aux vieilles théories de l'aliénation, pour les marxistes, ou aux vieilles théories du colonialisme. Vous connaissez les Albert Memmi ou des gens comme ça. Et en réalité, comme le dit le philosophe Philippe Forget, un de mes auteurs, l'Europe est à ce niveau-là une ruine herméneutique. C'est-à-dire qu'elle est, comme le dirait mon camarade l'historien Christophe Réveillard, génératrice d'américanité. C'est-à-dire qu'elle entend réellement devenir, sans que les Américains d'ailleurs n'aient quelconque acte positif à faire. D'ailleurs, croyez-moi, ce n'est pas l'obsession des Américains d'aujourd'hui, leur obsession elle est pacifique. Dominer l'Europe, c'est fait depuis très longtemps. Donc, si vous voulez, le problème, vous avez perdu la monnaie, vous avez perdu la loi, vous avez presque perdu la guerre. Il y a encore le réduit en France de la dissuasion nucléaire, que nous pouvons perdre d'ailleurs, par sa mutualisation vis-à-vis de l'Allemagne, qui nous le demande, par où. Alors, ce serait plus compliqué d'avoir un scénario à la Grande-Bretagne, à la britannique. Comme vous le savez, l'arme, comme certains d'entre vous doivent le savoir, en tout cas, l'arme britannique est une arme de non-emploi malheureusement. C'est une arme à double clé. Donc, en réalité, la puissance nucléaire anglaise est en partie dans les mains du président des États-Unis. Donc, c'est une humiliation terrible pour les Britanniques. Et ça explique beaucoup de choses des 15 dernières années en Grande-Bretagne. Donc, ça, si vous voulez, c'est la souveraineté à l'instant T. À l'instant T, vous n'avez plus grand-chose, en fait. Mais question, une fois que vous n'avez plus grand-chose, c'est quoi les effets? Les effets, c'est assez simple, en fait. Quand vous passez de sujet à objet de votre propre histoire, et ça, c'est drôle, très peu d'auteurs le marquent. Et pourtant, ce sont des effets anthropologiques évidents. D'accord ? Ce sont des effets anthropologiques évidents. Une société privée de sa souveraineté est une société dont pour reprendre les théories contractualistes, dont le contrat social se délite. Nécessairement. C'est une société qui ne peut plus créer, qui ne peut plus décider de ses propres vertus, du type d'homme qu'elle entend créer, qu'elle n'a plus d'institutions pour les créer. Donc c'est une société qui est normée de l'extérieur. Et oui. Et si vous ne me croyez pas, sortez dans la rue. Vous voyez ? Société normée de l'extérieur, effondrement civique, et à la fin, particulièrement chez un peuple très politique comme le peuple français, effondrement psychique, pour une raison qui est très simple. Vous n'avez plus aucune prise de votre avenir, donc vous êtes les ombres de votre propre vie, à l'échelle collective. Prenons le cas de la politologie. Aujourd'hui, n'importe qui, avec une expérience sondagière quelconque, je vais prendre les deux meilleurs, les deux plus connus, Jérôme Sainte-Marie, surtout Jérôme Fourquet, bien vous dira que l'annulation par voie parlementaire du vote du 29 mai 2005 est un séisme psychologique dont les Français ne sont pas remis et qu'ils feront payer à leurs élites pendant très longtemps. D'un point de vue technique, ça s'appelle une fraude à la Constitution. Dans les pays sous-développés, on appelle ça un coup d'État, c'est le même tarif. Donc, oui, mais entre Jambiers, on appelle ça une fraude. Hein. Et puis les fraudes électorales, vous savez, l'Occident, hein, bon. Je vous rappelle quand même que dans le cas américain, on a utilisé des trucs qui étaient à la base faits pour les pays du tiers-monde. Hein. Donc, mais ça, c'est une vieille leçon. Quand vous semez l'absence de souveraineté ailleurs par l'impérialisme, ça vous revient dessus. Hein. Ça vous revient dessus. Or, nous voyons qu'aujourd'hui, la société française se délite pour une seule raison. Tout ce que les gens appellent, prenons le cas scolaire, crise de l'autorité, perte du sens civique, perte du vivre ensemble, point d'interrogation, ben c'est tout simplement qu'il n'y a plus ce que les Russes appellent la verticale du pouvoir. Un autre nom de la souveraineté que les Russes aiment bien. Pourquoi pas ? Parce
il a un sens également géographique en Russie. Je vous passe les détails. Et donc, comme vous êtes un peuple objet sur un territoire évidemment ouvert, donc passoire, eh bien, vous êtes les variables d'ajustement de décisions prises par d'autres. À tel point que maintenant, c'est une sympathique allemande qui a été nommée par la fameuse stratégie de la médiocratie, c'est-à-dire elle est nulle, un étage en plus, qui maintenant vous dit, un, à quelle température vous devez prendre votre douche, et deux, que en plus de la prendre à la bonne température, si vous pouvez à la fois faire vos besoins dedans et insulter Poutine en plus, vous serez de bons Européens. Est-ce que vous vous rendez compte de la déchéance anthropologique? Parce que malheureusement, à la fin des fins, l'absence de souveraineté, on va m'en vouloir de la formule, mais à la fin, vous ne créez plus des citoyens. C'est quoi un citoyen dans la pensée occidentale? En réalité, pour ceux qui aiment la philologie grecque, en réalité, le citoyen, c'est la part d'héroïsme, c'est la part du héros qui arrive chez les mortels. C'est une version supérieure de l'homme. Ben, quand vous avez perdu ça, la citoyenneté, l'homme face à son destin politiquement, par cet outil extraordinaire qu'est la souveraineté, eh bien tout simplement, vous allez faire régresser la condition humaine telle que nous la pensons. Et en 3 générations, vous aurez des gens qui seront ce que le grand historien britannique Hilaire Belloc appelait l'homme servile. Pas l'esclave, mieux. Tout aussi soumis, mais ignorant sa servitude. L'Européen d'aujourd'hui, content, là on va lui dire qu'on va lui couper l'électricité et on va le faire régresser dans son confort de vie immédiate pour lui et pour ses enfants, content. Pour les valeurs, c'est important les valeurs. Et puis là où il y a eu, vous voyez, la souveraineté crée un certain type d'homme un peu plus rugueux. Étudiez les hommes qui sont en face de vous et qui ne sont que les versions exotiques des hommes que nous avons connus. En réalité, ce que nous combattons à travers Vladimir Poutine, à travers Xi Jinping ou à travers Modi l'hindou, nous combattons le meilleur de ce que nous avons été. Et d'ailleurs, les intellectuels de ces pays-là qui ne sont jamais traduits en France, sauf par une partie des équipes de votre serviteur, comme certains, vous le disent, nous ne sommes pas différents de ce que vous étiez dans les années 60 encore. Nous ne vous sommes pas supérieurs. Vous savez, les Chinois ne mettent pas plus que de chaussures, ils ont 2 pieds, comme vous. Donc, vous voyez, parce que là, on est de retour au mythe de la guerre froide, c'est-à-dire derrière chaque feu rouge, il y a un agent du KGB, derrière chaque morceau de papier peint, il y a quelqu'un de la sécurité d'État chinoise. En réalité, pas du tout. Vous êtes juste face à des hommes qui veulent la liberté, la puissance, ce que nous avions et ce à quoi nous avons renoncé. Personne ne nous l'a volé. Moi, je suis désolé, j'ai été mis au banc d'une partie des milieux de l'intelligence économique pour ça, mais je refuse d'accuser la Chine de nous avoir volé des choses. C'est notre cupidité qui a fait leur outil économique, ni plus ni moins. Et d'aujourd'hui, leur cracher à la figure, alors que le problème est en nous, qu'est-ce qui fait que nous avons renoncé à être? La souveraineté est la marque politique de la dynamique de l'être. Quand vous renoncez à ça, eh bien, vous régressez, comme ça. Vous voyez, à partir de quelque chose aussi, Brésil et autres, la puissance est un droit. Respect du droit international classique, c'est-à-dire ce qui se passe chez nous, c'est chez nous. Et démoralisation de la vie internationale, vos valeurs ne sont pas supérieures aux nôtres. Est-ce que le prix est si élevé que ça? Je vous remercie. Je vais passer aux questions, oui. Oui. Apporter de l'eau à votre moulin ou à notre moulin. Vous savez que la Commission européenne a puni la Pologne et la Hongrie. Elles ne recevront pas les aides auxquelles
ces pays ne recevront pas les aides auxquelles ils ont droit parce qu'ils refusent d'accueillir des migrants. Alors, moi, je publie des articles sur Hyposlavique et je dis que faisons-nous dans cette galère? Mais attendez, ça va être pire. Ça va être pire. Moi, quand je vais vous donner un témoignage simple. Quand je suis arrivé au Parlement, et ça, je peux faire témoigner mon ancien patron, le député Schaffhauser, pour ceux qui lisent un peu Mediapart, oui, c'est l'homme pré-russe. Hein, donc voilà. Donc il est méchant, très méchant. Donc je dis ça comme ça, c'est fait. Vous n'imaginez pas jusqu'où ils vont aller. Le plan Juncker d'accueil des migrations, c'est jusqu'en 2040. Ils ont quand même prévu d'en faire venir 30 millions. Document officiel, vous les téléchargez, ils sont sur le site de la Commission, ça ne pose aucun problème. Et évidemment, ce seront des migrants climatiques. Et si ce n'est pas des migrants climatiques, ce seront des migrants LGBT. Ah oui, parce que vous savez que par exemple l'intersexué, le polysexué tchétchène est en danger. Or, évidemment, comme on ne peut pas, parce que la discrimination, n'oubliez jamais que la base du droit européen, c'est l'absence de discrimination. Or, la première discrimination, c'est la préférence nationale. N'oubliez jamais ça. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas le discriminer. Donc, qu'est-ce qui vous dit qu'il appartient à une minorité? Sa bonne parole. Et vous n'avez pas le droit de le toucher. Donc, résultat, ça va être l'invasion des transsexuels furtifs et des travestis ambigus. Et j'ai rien contre. Je dis juste qu'il faut voir ce qu'est le droit européen des migrations. Quand je vois des gens qui ont été socialisés dans la droite la plus radicale, ce qui est tout sauf mon cas, me dire on va faire l'Europe identitaire juste parce que ce sont des gens qui ont des idées européennes qui datent de leur engagement néo-droitier, c'est ridicule. C'est de la folie furieuse. Je vous invite à lire la directive de 2003 sur le regroupement familial, qui est un droit sacré de l'Union. Et je vous rappelle que, contrairement par exemple au regroupement familial français, le regroupement européen qui s'y est substitué, c'est les descendants, les ascendants, les latéraux. Ben, je peux vous assurer que quand on va commencer à taper dans le dur, dans l'ouzbek à poil ras et dans le congolais à poil dur, ne vous inquiétez pas, il va arriver avec toute la famille. Et la famille, ça peut faire du monde. Vous vous rendez compte? Nous, on a interrogé Madame Mogherini le lendemain de l'attentat de Bruxelles. Le lendemain, il a eu lieu sous les fenêtres de mon bureau. Bon. Elle a dit, attendez, Madame, il y a 2 mois, vous nous disiez que l'islam politique, j'ai bien dit l'islam politique, a toute sa place en Europe. Vous confirmez après ce qui est arrivé? Plutôt 2 fois qu'une. Réponse. Voilà à qui vous avez affaire. Et vous voulez raisonner ces gens-là? Je peux vous dire que moi, un jour, les eurocrates, quand j'ai été nommé, à cause de la réputation d'europhobe primaire, secondaire, tertiaire, systématique et en or massif qui m'honore, un homme de la commission est venu voir le député Schaffhauser et lui a dit « Vous ne pouvez pas recruter ce type-là. Il nous emmerde déjà suffisamment depuis l'extérieur. » Un peu de forcing et j'y étais. Vous n'imaginez pas la pensée de ces gens. De toute façon, ils vous le disent eux-mêmes. L'Europe n'est que fluidité. Vous êtes du granit. Donc, vous êtes condamnés à disparaître. Point. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en veulent à certains peuples de ne pas disparaître joyeusement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que l'eurocratie, je termine juste pour vous dire à quel point l'eurocratie a déjà prévu des droits d'exception. Vous en avez déjà pris un avec Sputnik et RT. Décision totalement illégale. Mais c'est pas grave. N'oubliez pas que toute règle du droit communautaire est d'interprétation téléologique. C'est-à-dire, peu importe que la Commission n'ait pas la compétence, pour que l'Europe marche, elle doit l'avoir. Donc, ce qui est à elle est à elle, ce qui est à vous est négociable. Au passage, tout domaine juridique que la Commission touche, elle le garde nécessairement. Point. Vous aviez qu'à le garder. Si vous voulez, de voir ce truc-là, et d'oser donner des leçons à Kadyrov ou à Mugabe,
faut avoir du souffle. Moi, je regarderais les pompes. Or, voilà où on en est. Or, l'eurocratie, moi, je n'ai jamais vu des eurocrates respecter des nationaux à 2 exceptions individuelles. Farage, Philippot. Point. Vous savez pourquoi? Un jour, un eurocrate me l'a dit. Il me dit, de toute façon, tous les autres, on les rachètera. Bah oui, parce que quand vous êtes dans les institutions européennes, tout est faux. Hein, les patères européens en bronze, c'est du cuivre. Les statues, vous croyez que c'est du marbre, c'est de la faïence. Mais par contre, le fric coule à flot. Et donc tout le monde accepte d'être racheté. Oui. Comment est-ce que vous situez les concepts de souveraineté du peuple et de souveraineté de Dieu par rapport à votre définition de la souveraineté? Alors, premièrement, je pense que, de toute façon, dans la logique de la souveraineté française, et ça, dès l'époque, mais en réalité, juste avant qu'elle soit formalisée, parce que la souveraineté est un concept qui existe avant d'être formalisé intellectuellement, on est d'accord? D'accord. C'est pas Jean Bodin qui a rendu la France souveraine, il a constaté ce qu'était la souveraineté, on est d'accord? Or, de toute façon, dès l'époque médiévale, l'assentiment du peuple est une condition nécessaire au pouvoir, chez les juristes français. Donc de toute façon, ça devait arriver par transfert de souveraineté jusqu'au peuple. C'était certain. La plupart des historiens du droit, vous pouvez lire, il y en a un d'ailleurs qui est dont le titre vous plairait peut-être, qui est d'ailleurs des droits de Dieu des droits de Dieu aux droits des hommes. Collection Puflarmatan. Or, Puflarmatan, ce que je raconte plus, Léviathan. Si vous voulez, l'assentiment du peuple, en tout cas dans notre pensée politique, a été pensé très tôt. Donc de toute façon, je vais vous donner un exemple. La constitution, certainement la plus forte que les régimes républicains nous aient donnée. La constitution de la Ve République originale. Moi, je fais entre autres ma thèse en partie là-dessus. Par exemple, vous prenez quelque chose comme le RIC, le référendum d'initiative civique. C'est totalement raccord avec l'esprit de la Ve République. Moi, à titre personnel, je serais beaucoup plus, d'ailleurs, pour donner sa place à un pouvoir populaire. Aujourd'hui, de toute façon... Mais ça n'existe pas. La souveraineté du peuple dont vous parlez, c'est un système de manipulation permanent. Alors, attendez. Premièrement, moi, à titre personnel, je ne crois pas, dans une société massivement déchristianisée, à un retour du fondement religieux du pouvoir. On peut le regretter, mais à titre personnel, je ne vois pas de signe avant-coureur de ça. Mais il y a une chose à laquelle je crois, sur expérience. Je suis d'accord avec vous qu'il y a tout un système de manipulation cognitive sur les masses. Mais ce système parfois échoue. Je vais vous donner un exemple simple. Prenez le cas de Maastricht. On va fêter les 30 ans de Maastricht. Maastricht, en temps d'écoute, le oui avait 200% de temps d'écoute par rapport au non. Ils gagnent quand même à moins de 200 000 voix. Là où ils ont été obligés de respecter la qualité première de la démocratie, qui est l'iségorie, l'accès égal à la parole, ils ont perdu. Preuve que parfois, on peut faire confiance aux populations. De toute façon, déliées comme elles sont aujourd'hui, si vous ne les interrogez pas, je ne vois pas comment vous allez refaire des peuples politiques. Je ne vois pas. Après, on peut le regretter, mais dans une société où vous avez moins de 5% de catholiques pratiquants et à peine 60% de catholiques croyants, malheureusement ou heureusement, mais c'est un constat appartenant à une démographie âgée, je ne vois pas comment vous allez refonder théologiquement le pouvoir. Alors je manque peut-être d'imagination. Comment voulez-vous faire fonctionner une population en harmonie, la faire vivre en harmonie, s'il n'y a pas un référentiel moral? Et dans toutes les républiques postérieures à 1789, il n'y a pas de référentiel moral.
Et c'est pour ça qu'on vit dans une anarchie permanente, combinée avec un totalitarisme bien installé. Si vous voulez, ça c'est un point de vue, mais par contre, vous allez vous tomber sur des populations qui n'ont pas... Enfin, si vous voulez, premièrement, c'est une vaste question. Est-ce que le seul fondement de la morale est la théologie? Moi, à titre personnel, j'appartiens en partie à par ma famille, à une civilisation non européenne, qui n'a pas ce que vous avez comme théologie, une civilisation d'Extrême-Orient. Ce sont des peuples infiniment plus civiques que ce que je vois aujourd'hui. Hein. Et pourtant, ils ont une pratique de la communion humaine, pour parler comme Régis Debray, qui n'a rien à voir avec vos religions. Rien à voir. Or, à titre personnel, je ne pense pas... Admettons que les Français se rechristianisent d'eux-mêmes. Admettons. Là, pourquoi pas? Le problème, et là, convenons-en. Convenons-en d'être en accord sur nos désaccords. Si les Français se rechristianisaient, qui est la première personne qui s'y opposerait? Si les Français se rechristianisaient. Qui s'y opposerait? L'Église. L'Église dans l'état où elle est. Vous croyez vraiment que l'Église accepterait? Malheureusement, c'est une question largement abstraite aujourd'hui. Je suis d'accord. Et on vit avec un système de décision politique, donc la souveraineté du peuple, qui fait abstraction de la distinction entre le bien et le mal. Le bien et le mal, par un vote parlementaire, peut être mis en question n'importe quand. Alors, comment peut-on faire fonctionner un pays de cette façon-là? Le problème, c'est que aujourd'hui, là, techniquement parlant, vous n'avez pas affaire à la souveraineté du peuple. Hein. Vous avez affaire à un système xénocratique. Plus de 80% des décisions qui concernent les Français sont prises par des étrangers. Donc, pour l'instant, le peuple est en partie innocent. Deuxième chose, vous avez une critique du parlementarisme. Vous avez raison. Le problème, c'est que aujourd'hui, par quoi voudriez-vous le remplacer? Je prends l'exemple modeste des entreprises. Le management des entreprises est basé sur des principes définis par la loi, par la norme internationale ISO 9001, qui a été inventée il y a à peu près 30 ans. Et bien, c'est un document assez court, d'une dizaine de pages, il y a seulement des principes de management. Et le premier de ces principes, c'est pour gouverner une entreprise, il faut que le chef d'entreprise définisse une politique qualité. Et, ou disons, je rentre trop dans le détail, pour un bon management, il faut un référentiel. Voilà. Donc, au niveau de l'entreprise, tous les patrons du monde, de toutes les tailles d'entreprise, qui cherchent à faire un bon management, ont compris qu'on ne peut faire fonctionner une entreprise qu'avec un référentiel. Le monde du travail l'a compris. Le monde politique le refuse aujourd'hui. C'était du temps des rois, il y avait un référentiel qui était Dieu. Depuis, on a supprimé, on a créé une société sans Dieu. C'est le désordre intégral et le totalitarisme absolu. À titre personnel, je peux vous le dire, moi je suis en permanence en contact de sociétés qui pour vous sont des sociétés certainement sans Dieu. Eh bien, ce sont des sociétés qui sont néanmoins des sociétés très ordonnées. Je suis désolé. Donc, à titre personnel, en plus, si vous voulez, le référentiel, en prenant l'exemple des entreprises, je vous rappelle quand même que dans une part de la destruction des populations, une large part des boîtes y ont leur responsabilité. Je vous rappelle par exemple que ce que vous appelez le mouvement woke est à la base un mouvement d'entreprise. Je vous rappelle quand même. Donc, si vous voulez, je ne suis pas certain qu'on puisse, de l'extérieur, redonner, imposer. Le système mondialiste a essayé ça. D'imposer une société de l'extérieur. Dieu existe, je vous le démontre en 2 minutes. C'est une réalité scientifique.
C'est comme ça, à travers Ce n'est pas le sujet. c'est une réalité Ce n'est pas le rationnelle sujet. que je peux vous démontrer aussi. Alors, Vous il y a pouvez- une loi supérieure qui existe, on choisit, on se tord les méninges en essayant d'inventer une société qui ne peut pas bien fonctionner parce qu'on rejette ce référentiel. Parce que vous n'aurez pas de principe d'adhésion, c'est simple, ce n'est pas en hurlant. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un très bon livre fait par le frère Bolloré sur cette question-là. Exactement celle-là. C'est-à-dire Dieu et la science, pourquoi Dieu existe. Très bien. Vous pouvez, quand bien même Dieu existerait, vous ne pouvez pas échapper au principe de légitimité. C'est-à-dire qu'à un moment, les populations doivent donner leur assentiment à être gouvernées. Oui, c'est bien sûr. Bon, alors le problème, c'est que vous n'y êtes pas. Mais cet assentiment, il n'est pas donné par les populations, notamment parce que deux piliers fondateurs de nos sociétés, à savoir la famille et donc justement l'entreprise c'est en ce moment, sont complètement déstructurés. Les individus se retrouvent individus. De toute façon, La famille, c'était un bloc. Quand vous agissiez au nom d'une famille, d'un clan. C'est fini. Mais en état de tyrannie atomique, rien ne restera. Ah bah oui. C'est tout à fait logique. Et l'étape actuelle, C'est tout à fait par mon métier, je le vois, c'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'on favorise très largement le télétravail, on favorise largement l'auto-entrepreneuriat au détriment du salarié. On le verra d'ailleurs dans la prochaine conférence débat avec Joseph Touvenel, mais c'est manifeste. Donc il n'y a plus d'entité forte et d'identification forte de l'individu par rapport à la société ou même à l'entreprise ou la famille. Mais ça va bien. Si je puis me permettre, pardonnez-moi, ce n'est pas par impolitesse. C'est que mon épouse étant au dernier stade de sa grossesse, je surveille l'heure parce que, habitant à 200 km, j'ai mon dernier train. Donc, ce n'est pas par égard pour vous, mais si vous voulez, je ne peux pas découcher en ce moment parce que sinon je verrai mes enfants le lendemain. Donc, c'est pire que ça. Aujourd'hui, tu es... Quand on dit le système a attaqué l'intime des individus, nous avons 15 ans de rétrospective sur le mouvement, les mouvements transgenres aux États-Unis, qui ont 15 ans de plus que la France. Je ne dirais pas que l'Europe, ils étaient très implantés en Scandinavie, en Allemagne et un peu en Grande-Bretagne. La plupart des dirigeants de ces mouvements transgenres il y a 15 ans se sont suicidés. Et plus que ça, une partie de leurs enfants, quand ils ont adopté des enfants et qu'ils leur ont imposé un genre, se sont suicidés. Tout simplement parce que les thérapies chimiques s'inversent, les ablations non. C'est définitif. Or, aujourd'hui, nous avons fait en sorte, parce que nous avons généralisé le raisonnement de la technique, c'est-à-dire tout est modulable, tout est changeable et interchangeable. Et nous avons essayé de l'hybrider avec l'esprit humain, c'est-à-dire, c'était la devise des hippies, just do it, il suffit de faire pour être. C'est-à-dire de dire, dans 5 minutes, je serai une cafetière. Et pourquoi est-ce que toutes les théories du transgenre prennent tellement d'importance? D'où ça vient? Alors, ça vient déjà, avant tout, du fait qu'on a très lourdement, je pense, par une déviation, pas par la psychanalyse elle-même, mais par une déviation de la psychanalyse à partir des années 70-80, on a beaucoup pensé que la personnalité était une construction et pas un donné, et qu'il suffisait de la réagencer. Ce qui est l'inverse du freudisme. Moi je pense que c'est même antérieur. Enfin, c'est possible, oui. Les États-Unis ont développé une mythologie. C'est la mythologie du super-héros. C'est le gars qui se transforme et qui a des super-pouvoirs, il est capable de faire n'importe quoi. On en est là aujourd'hui. Regardez à quel point, donc Hollywood et Disney, Disney et Hollywood, tous les films qui sont aujourd'hui développés, produits sur ça. Franchement, les jeunes qui voient ces films-là, ce sont des films où le dopage, par exemple, si vous prenez Captain America, c'est du dopage. Donc cette transformation est complètement assumée. C'est Astérix.
ça, oui, mais attention, ça leur retourne le cerveau. C'est la mystique humaine de la prothèse qui augmente l'homme. Ça, si tu veux, ça a toujours été. Ouais, mais je pense que ça favorise largement pour répondre à la question. Mais là, c'est bien pire. C'est bien pire qu'une prothèse. Parce que la différence entre le monde à la Laurent Alexandre et le monde de la prothèse humaine qui a augmenté l'homme, c'est que la prothèse était sous les ordres de l'homme. Là, c'est la chose qui va donner des ordres. C'est l'homme qui est en trop. Regarde, quand tu vois des gens, je vais vous donner un exemple, ce qu'on appelle la base du codage. Vous avez des fermes, des Indo-Pakistanais, puisque c'est principalement des Indo-Pakistanais, apprennent avec des photos de chats à des machines à dire chat. Et on appelle ça de l'intelligence artificielle. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est un phénomène de surveillance et de reconnaissance. C'est pas ça l'intelligence. Et on vous fait croire que c'est ça qui va vous remplacer. Il y a une mythologie remplaciste au cœur de l'Occident aujourd'hui, qui n'est pas présente, ou peu présente, qui est présente dans des pays Extrême-Orient occidentalisés. Par exemple, très présente au Japon, moyennement présente en Corée. Étonnamment, deux pays pourtant totalement comparables par ailleurs. Mais il y a, moi je pense que ça s'est joué, comme historien des idées, moi je dirais que ça s'est joué à la fin des années 50. L'être humain, enfin les Occidentaux ne se sont pas rendus compte que c'est par justement de l'économie politique, c'est par justement de la politique qu'ils avaient gagné la guerre. Et qu'ils avaient réagencé le monde de 45. Et à partir de ces années-là, on s'est mis à chercher des automates, au sens que les Lumières donnaient à ce terme. C'est-à-dire un tiers qui va porter le poids du monde et de la réflexion. Je vais vous donner un exemple. On a arrêté en toute matière de réfléchir. On est allé chercher les théories néoclassiques du marché absolu dans les années 70. Le marché fera tout, donc fermez-la. On a remplacé la doctrine des armées par le bombardement stratégique. C'est la fameuse toc toc toc, c'est qui? C'est la démocratie. Toute l'action publique est tombée dans la modernisation, il fallait faire la fameuse réforme. Et la réforme, c'est quoi? C'est par exemple le rapport Minc sur la machine qui allait remplacer l'État. C'était la bureaucratie informatisée. Et je pense que l'Occident, quand vous voyez ce que les peuples d'Extrême-Orient ont fait, eux, ils ont fait ce que nous, on faisait avant. D'abord, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi en accumulation de puissance, marge de manœuvre et liberté. Nous, on essaye à tout prix de réduire la zone d'incertitude. Mais réduire la zone d'incertitude, c'est réduire la liberté des hommes. Or, c'est ce sur quoi nous nous sommes faits depuis 25 siècles. Mais une des premières atteintes à notre souveraineté individuelle, ça reste le principe de précaution, en fait. Parce que ne plus accepter le risque, non, mais prends cet exemple-là. La réduction, par la réduction de la zone d'incertitude, on va mettre les populations d'abord en tôle par le masque et par le pass, mais demain, ce sera par les problèmes climatiques, et après-demain, ce sera autre chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans n'importe quelle assemblée internationale, quand tu vois un mec se lever et demander de la schlag, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, c'est un occidental, 8 fois sur 10, c'est un européen. Oui, j'ai juste une question, bonjour. En fait, comment peut-on être libre si aujourd'hui, la société dans laquelle on est aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire que le QI il a baissé partout, en Europe et puis donc occidentaux. Comment peut-on être libre si les gens deviennent incultes, deviennent stupides? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On prend l'exemple de Pachendai qui met ses enfants dans l'école alsacienne et qui va faire la réforme de l'école. Moi, je veux avoir un petit. Voilà. Même aujourd'hui, en primaire, même pas avant la primaire, on veut mettre les enfants dans le privé. Même à la maternelle aujourd'hui. Oui, c'est parce que aujourd'hui. Ah, mais c'était pas comme ça, j'ai 37 ans, c'était pas comme ça il y a 10 ans, 15 ans. Exactement. Je suis votre cadet d'un an. Ouais. Je suis un fils de la communale de village pauvre. Aujourd'hui, alors que j'ai fait toute ma scolarité dans le public sans exception. Ma fille est née, les deux autres étant en arrivance, est dans le privé depuis la maternelle. Je l'ai fait pour ma fille et croyez bien que je suis le premier à le regretter. Mais vous avez entièrement raison
sur le fait que, mais là encore, prenez le grand philosophe américain Len Bloom, qui a écrit le Closing of American Mind, qui a été traduit sous le joli terme de l'âme des armées. On a fait le choix de saboter à l'échelle occidentale les systèmes scolaires. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour vous donner un exemple qui est tout bête, quelle est l'année où il y a eu le plus de fils d'ouvriers dans l'enseignement supérieur français? 1967, près de 40%. Donc 30% à l'ENA, 30% à Normal Sup. Eh bien tout simplement, si vous voulez, d'ailleurs Bréguéli a levé certains de ses textes, une partie de la classe comprador française, mais vous avez les mêmes aux États-Unis, vous avez les mêmes en Grande-Bretagne, se sont dit, si la mobilité sociale va avoir la peau de notre peau, donc, Voilà. autant casser la bête. Les 500 restants, bon, ça L'autre peau. Notre peau, pardon, c'est pas l'autre peau, notre peau. Nous, on. Derrière, il faut mettre un nom. Il y a un système qui est le mondialisme, et tout est piloté par le mondialisme, qui est d'une part une idéologie qui veut mettre en place un gouvernement mondial, et qui d'autre part veut soumettre les individus et en les transformant en esclaves. Toute la population. Et en plus de ça, il y a tout le monde, enfin, on pourra rajouter. Klaus Schwab, dans son livre sur la réinitialisation, explique très bien qu'il va transformer le monde entier en esclave. C'est ça la question fondamentale. Alors, l'Europe. Alors pour avoir lu, alors je suis d'accord que dès qu'un Allemand déconne et le met dans un livre, il faut le lire. Leçon historique. Mais pour l'avoir lu, à vrai dire, moi ce que j'ai compris du grand Reset, je pense que le plus redoutable des deux d'ailleurs c'est le Rocardien qui écrit avec lui plus que lui, en réalité c'est un impérialisme de repli. Je m'explique. Il y a 3 semaines, un événement que, à titre personnel comme analyste, je juge très grave est arrivé. La publication d'un article dans une revue qui est souvent lue d'ailleurs uniquement par la jet set occidentale, mais l'article a été extrait, vous pourrez le trouver sur internet, il est de Yellen, donc l'ancienne patronne de la Fed. L'article s'appelle Mondialization Between Friends. Et en réalité, donc la mondialisation entre amis, et en réalité, je pense que tout simplement, ils se rendent compte que l'imperium mundi, tel qu'ils l'ont voulu dans les années 90, c'est fini. Les Chinois plieront pas, les Hindous plieront pas, les Ruskov plieront pas. Fini. Donc, ils vont soviétiser l'ensemble de l'Occident. Et là, je suis d'accord avec vous, ils vont faire certainement un pouvoir que je qualifierais d'unitaire, quelle que soit sa forme. Le problème, c'est que là, le mur de l'Ouest va être bâti et on sera du mauvais côté du mur. Pour moi, le Great Reset, c'est l'aveu, voilà, on n'est pas arrivé à écraser, à normer une partie du monde en développement comme on le voulait. Eh bien, c'est pas grave, on va prendre les Blancs, parce que, grosso modo, c'est l'ancien monde blanc, les Slaves en moins. Et on va les, comment dire, et on va maintenir le mondialisme en position de repli, exactement un raisonnement type de guerre froide. Et malheureusement, c'est les Européens, les Américains et peut-être les Japonais et les Coréens, vu qu'ils suivent un peu, mais à mon avis, ils ne suivront pas longtemps. Mais surtout, c'est les Européens qui vont compter les coups.